Et nous vous retrouvons avec grand plaisir pour cette autre édition de la Palabre intellectuelle avec un fait inédit, voilà, qui fait parler depuis ce matin. Il s'agit de la saisie d'un aéronef de la compagnie Air Côte d'Ivoire, qui a donc été immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville. Les images d'illustration vont nous montrer effectivement cet aéronef. Et donc un avion qui normalement devait décoller à 7h30 pour rejoindre la ville de Pointe-Noire et puis Abidjan par la suite. Mais ça n'a pas été le cas, bien entendu, parce que l'avion a été saisi sur ordre du procureur de la République. Donc voilà, le procureur de Brazzaville qui a donc ordonné la saisie après qu'il y ait eu donc après que la décision de la cour de la CEDEAO qui avait donné raison à l'homme d'affaires Oumar Diawara a été rendue donc exécutoire en République du Congo. Voilà, cet aéronef est donc resté cloué au sol alors que l'affaire n'aurait jamais dû arriver à ce niveau-là si par exemple, selon de nombreux observateurs, le président Ouattara lui-même avait pris les responsabilités de faire aboutir la médiation dans le cadre de ce dossier avant même que cette saisie n'arrive. De nombreuses interrogations que je vous ai soumises, donc qui vont être proposées à nos invités, qui vont nous retrouver afin que nous puissions ensemble comprendre comment et pourquoi cet avion reste immobilisé donc à Brazzaville. Okosisi Baba Nicolo, vous nous retrouvez sur le plateau des échanges. Je vous dis bonsoir et bienvenue. Alors, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à Guy Fontaine. Allumez votre micro, s'il vous plaît, Okosisi Baba Nicolo. Tout à l'heure, et puis merci de m'avoir invité pour une fois de plus parler de l'Afrique. Merci. Voilà, merci à vous, Okosisi Baba Nicolo. Alors, très rapidement, on va commencer par le fait inédit. Il s'agit de la saisie donc de cet aéronef de la compagnie Air Ivoire qui reste donc stationné sur le tarmac de l'aéroport international de Brazzaville. Vous, Okosisi, êtes-vous surpris que l'affaire se poursuive jusqu'à cette heure-ci? On sait qu'à Bamako, il y a un an, cette saisie n'avait pas duré plus de 90 minutes. Alors, nous sommes pratiquement en fin de journée. Il est presque 18 h en Afrique centrale et cet avion est toujours sur le tarmac de l'aéroport Maya Maya. Êtes-vous surpris? Alors, surpris, ça serait dire faux. Dire faux parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette histoire de M. Diawara n'est pas une histoire de 5 francs ni de 10 francs, comme on le dirait dans un jargon ivoirien simple. M. Diawara est un investisseur qui a mis de l'investissement dans un pays avec les autorités et qui a vraiment misé dans ce pays pour pouvoir installer un business comme se veut aujourd'hui le développement de l'Afrique. Il s'est fait gruger. Depuis, il a entrepris les voies légales pour pouvoir avoir gain de cause, pour pouvoir se faire entendre. M. Diawara a entrepris plusieurs démarches pour qu'il puisse avoir gain de cause auprès des autorités ivoiriennes. Mais que Nani, aucune autorité ivoirienne digne de ce nom ne lui a prêté non seulement du crédit, ne lui a tendu la main pour pouvoir résoudre ce problème pacifiquement. Donc si on me pose la question de savoir est-ce que je suis surpris, je dirais que surpris, non, parce que à sa place, j'aurais fait la même chose. Monsieur Guy Fondon, est-ce qu'aujourd'hui, à l'état où vous êtes arrivé, vous pouvez investir dans un gros business dans un pays qui n'est même pas votre pays? Vous pouvez investir dans un business avec toute la voie légale, avec toutes les autorités informées et que du jour au lendemain, vous devenez quand même moins que rien. Donc, surpris, je dirais non, je ne suis pas surpris. J'aurais fait la même chose. Le monsieur, il a dû reculer pour toucher ses contacts. Il a dû reculer pour utiliser une voie normale, légale. Il a dû reculer pour savoir jusqu'à où est-ce que son affaire pourrait aboutir. Et puis, tout à l'heure dans votre introduction, vous avez dit que le président de la République aurait voulu ou bien aurait prétendu s'immiscer dans cette histoire pour que le monsieur ait une oreille attentive. Et puis, il s'agit quand même de gros sous. Est-ce que ce problème n'a pas éclaboussé au niveau du régime dictatorial de Côte d'Ivoire? Est-ce que ce problème n'est pas su au niveau du régime dictatorial de Côte d'Ivoire? Et puis, sachez que le régime de Côte d'Ivoire a beaucoup de bêtises comme ça sur la table. Le régime de Côte d'Ivoire, dans sa dictature, a beaucoup de maladresses comme ça sur la table. Donc, M. Diawara est allé jusqu'au bout. Et je veux d'abord dire merci à ce monsieur. Merci parce que je n'ai pas besoin d'être ivoirien pour apprécier ce qu'il a fait ou déprécier. En tant qu'homme, en tant que jeune Africain qui aujourd'hui se veut libre de toute charge européenne ou de l'Occident, je suis d'accord, je suis très content que ce monsieur n'ait pas croisé les bras et qu'il soit allé jusqu'au bout.
Donc, si je dois répondre à cette question pacifiquement, vous savez si je suis surpris. Non, je ne suis pas surpris. Et je pense qu'il a bien fait. Il n'a pas voulu faire un coup de force avec l'État ivoirien, puisqu'il essaie malhonnête, il essaie de mauvaise foi, il essaie de gruger plusieurs personnes. En Côte d'Ivoire, même des Ivoiriens ont acheté des terrains, ils sont fait gruger. Des Ivoiriens ont mis des business sur la table, ils sont fait gruger par le régime Ouattara. Donc, M. Diawara, bravo à lui, félicitations, mais non, je ne suis pas surpris parce que le pouvoir en Côte d'Ivoire est un pouvoir illégal et légitime. Alors, donc pour vous, M. Diawara, ici, a raison. C'est pour cela que l'avion est encore immobilisé. Mais que dites-vous, voilà, du comportement des autorités, de l'exécutif congolais, des autorités congolaises quand même qui, on sait que le président Denis Sassou Nguesso, par exemple, pourrait intervenir parce que c'est quand même le chef de la magistrature suprême en République du Congo. On sait aussi que la Côte d'Ivoire entretient de très bons rapports avec le Congo-Brazzaville. Alors, pour vous, qu'est-ce qui expliquerait en ce moment que cet aéronef soit encore bloqué? Alors, tout à l'heure, la question que vous me posez était de savoir si je suis surpris. Si je dois parler de sentiment de surprise, ça serait pour l'État du Congo-Brazza. Là, je suis surpris. Je suis surpris parce qu'au-delà de ce qui est officieux, on voit M. Sassou Nguesso très ami à ses pairs africains. M. Sassou Nguesso très ami à l'ancien président de la Côte d'Ivoire, parce que moi, vraiment, je ne le reconnais pas comme président. On voit M. Sassou Nguesso qui a de bons rapports avec l'État de Côte d'Ivoire. Alors, s'il doit avoir une surprise, c'est à ce niveau-là. Comment est-ce qu'un président d'un pays ou bien un État peut accepter qu'un individu lambda, on pourrait dire, puisse carrément arrêter une compagnie, un avion de tout un pays sur le sol? Là, c'est toute la surprise. Mais je pense que ici, M. Sassou Nguesso a fait preuve d'intelligence. Il a laissé la justice travailler. Je pense que M. Sassou Nguesso, quelque chose qu'on peut lui reprocher, aujourd'hui, il ne s'est pas immiscé dans ce problème dont il a eu vent. Pour moi, c'est une bonne chose que la justice ne soit pas toujours instrumentalisée par la politique. Pour moi, c'est une bonne chose que les plus forts n'arrivent pas à écraser toujours les plus faibles. Et pour moi, je pense que M. Sassou Nguesso a laissé sa justice travailler puisque M. Diawara a saisi toutes les juridictions possibles et partout. Et ce n'est pas la première fois que M. Diawara a essayé d'immobiliser un avion. Vous vous rappelez qu'il avait déjà fait dans un autre pays, tiers. Donc, si aujourd'hui, avec les rapports que l'État du Congo a avec la Côte d'Ivoire, avec l'amitié officielle que nous avons avec M. Sassou Nguesso et M. Alassane Ouattara, là, il s'agit d'un citoyen, qui a saisi la justice, qui devrait être séparée de l'exécutif, qui devrait être séparée de l'administratif. Donc, M. Sassou Nguesso, dans l'exécutif, ne s'est pas immiscé d'une histoire judiciaire. Et je pense que s'il y a une surprise, effectivement, oui, je suis surpris de voir qu'entre compères présidents, entre pays fraternels, un président puisse lever le pied sur un dossier sur lequel il pouvait quand même interjecter. Et je pense qu'il a bien fait pour le bien du peuple congolais, pour le bien de la justice et aussi pour le bien de la nouvelle Afrique qui s'élève grâce à la communication de Afrique Média, grâce au panafricanisme et aussi grâce aussi aux personnes qui veulent investir en Afrique comme M. Diawara. Donc, c'est une très bonne chose et je pense que c'est très surprenant de ma part me concernant, je l'avoue, mais il a bien fait, il faut applaudir cela. Merci à vous, Okosisi et Baba Nicolo. Retour sur ce plateau. On va recevoir d'autres invités avec le même fait inédit. L'avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire qui a été immobilisé et donc saisi ce matin à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville reste et demeure sur le tarmac de cet aéroport. Et nous tentons de comprendre comment et pourquoi est-ce que cet avion est toujours là. Nous allons à présent recevoir Souley Kone qui est activiste. Bonsoir Souley et bienvenue. Bonsoir. Souley, bonsoir. Je crois que c'est toi, Omo. Il y a deux Souley. Souley, voilà. Nous avons Souleymane Traoré, voilà, et Souleymane Kone, permettez, voilà. Je commence par vous. Souleymane Traoré, je vous dis bonsoir et bienvenue dans nos échanges. Bonsoir, chers messieurs. Merci beaucoup de m'avoir convié à ce débat. Je salue ici les panélistes, je salue ici tous les auditeurs et les téléspectateurs également de Afrique Média. Je salue le monde entier. Voyez-vous, une fois alors, de plus, la question, et directement je vous envoie la question. Alors, comprenez-vous comment et pourquoi cet aéronef reste et demeure sur le tarmac de l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville? On est en fin de soirée. Oui, je le comprends aisément parce que
nous nous battons pour la justice, pour l'état de droit, pour l'équité et pour la démocratie. Et la justice va de pair avec ce qui est de droit. Voyez-vous, voici un investisseur étranger qui est venu investir en Côte d'Ivoire et qui s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans une affaire où il a eu totalement raison. Mais comme par magie, le monsieur Diawara a été condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison, cher monsieur. Ce monsieur a investi de l'argent en Côte d'Ivoire. Et il se trouve que l'État de Côte d'Ivoire, à travers la magie qu'ils ont au niveau judiciaire pour connaître, n'est-ce pas, ceux qui n'aiment pas en Côte d'Ivoire, il a eu, n'est-ce pas, des condamnations à l'intérieur. Je vous informe, avant de commencer, que ce n'est pas un premier cas. Je prends ici le cas d'un Ivoirien qui résidait en diaspora, c'est-à-dire au Canada, qu'on appelle M. Sangaré, qui est actuellement en prison. Il a été condamné à 5 ans de prison. Il est rentré en Côte d'Ivoire pour investir. Il a fait une affaire avec la sœur de M. Alassane Dramane Ouattara, qui s'appelle Rukatou Ouattara. Mais l'affaire a mal tourné, la sœur de M. Ouattara, puisqu'elle est la sœur du président de la République. Mais elle a fait condamner à combien de prison? À 5 ans de prison, cher monsieur. Nous avons parlé de ça depuis 2018 jusqu'à nos jours. Et ce n'est pas le même cas. Ce n'est pas encore un autre cas. Il n'y a pas encore un autre cas. Le cas de M. Julien Kofi, qui est un investisseur également en diaspora, qui est parti en Côte d'Ivoire, qui a voulu construire des logements sociaux. L'affaire fait du bruit même en Côte d'Ivoire. Ce monsieur a reçu un transfert, n'est-ce pas, de 40 milliards de francs CFA de Barclays afin de pouvoir investir dans les logements sociaux. Mais, cher monsieur, tenez-vous bien que l'argent a disparu, l'argent s'est volatilisé. Et la semaine dernière, puisque la vacance judiciaire devait rentrer, n'est-ce pas, comment dirais-je, en compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont condamné, illico presso, à 5 ans de prison. Je vais laisser ce cas également. Allez maintenant sur un autre cas, qui est un monsieur qu'on appelle, un homme d'affaires ivoirien également, qu'on appelle monsieur Touré Ahmed Bois, qui est également du RHDP, qui a spolié un monsieur qui était un homme d'affaires ivoirien, qui est aujourd'hui en prison. Et donc, je vais saluer ici monsieur Diawara. Monsieur Diawara, qui n'a pas laissé faire. C'est quand même trop facile que l'on puisse investir dans un pays qui plus est la Côte d'Ivoire. On demande à des investisseurs étrangers de venir investir dans ce pays. Et quand les investisseurs se retrouvent, n'est-ce pas, bloqués avec le système de M. Ouattara, ces personnes sont grugées, ces personnes sont dépouillées de leurs milliards et on les condamne avec la justice manipulée de M. Ouattara. Et M. Diarra a fait saisir l'avion, n'est-ce pas, Air Côte d'Ivoire, vous le savez très bien, au Mali. Mais il y a eu, comment dirais-je, un accord tacite et l'avion a été libéré. Je vais saluer ici Maître Sow et la justice congolaise. Parce que ce banditisme d'État, cette voyoucratie, n'est-ce pas, d'affaires, ne peut plus perdurer en Afrique. La Côte d'Ivoire ne peut pas, sous Alassane Ouattara, son image est ternie. Parce que comment, ce n'est pas gage, n'est-ce pas, pour rassurer les investisseurs de venir investir en Côte d'Ivoire. Dès l'instant où vous invitez à investir dans ce pays, vous vous retrouvez, n'est-ce pas, sur le carreau, vos milliards sont détournés par les hommes d'affaires au pouvoir. Quel crime ce monsieur Diawara a pu faire? Son seul crime, c'est d'avoir investi en Côte d'Ivoire. Investi des milliards, il se retrouve condamné. Dieu merci que la Cour de la CEDEAO a donné raison à ces messieurs. Et dans le mois de février, si je ne me trompe pas, le mois de février ou le mois de mars, si je ne me trompe pas, la Cour lui a donné encore raison. La Cour a écrit au ministre de la Justice ivoirienne afin de pouvoir faire exécuter sa décision. Mais vous n'êtes pas censé ignorer que la Côte d'Ivoire est devenue, soit Alassane Ouattara, un État voyou au niveau judiciaire. Vous savez très bien que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu des décisions concernant le président Guillaume Soro. Ces décisions sont restées caduques, mais M. Ouattara, mieux, a quitté la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le président Gbagbo Laurent, pareil. Donc vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment au niveau des affaires, au niveau judiciaire, nous avons un problème. Donc nous, étant ivoiriens, on veut saluer ici l'impartialité et sans oublier également la réactivité de la justice congolaise qui, ma foi, on doit arrêter l'hémorragie et rétablir ce monsieur dans ses droits. Merci à vous. Et donc la formule exécutoire de la décision qui avait été prise donc par la Cour de justice de la CEDEAO, qui est très rapidement sortie donc à Brazzaville. Le procureur de la République a instruit la saisie de cet aéronef et puis l'exécution justement de cette décision-là. Et l'aéronef a été saisi pour tenter donc de faire pression sur les autorités ivoiriennes pour récupérer effectivement voilà l'argent qui doit être versé donc à monsieur Diawara par la Côte d'Ivoire suite à la condamnation donc devant la Cour de justice de la CEDEAO. Je vous reçois Souleymane Koné. Voilà, vous nous retrouvez également, vous êtes activiste, panafricaniste aussi. Et donc
Êtes-vous surpris? Parce que beaucoup, ce matin, disaient que, connaissant les rapports entre le président Denis Sassou Nguesso et le président Alassane Ouattara, que ça n'allait pas tarder, que l'aéronef allait très vite repartir, mais sauf que c'est bientôt la nuit tombée et l'avion est toujours à Brazzaville. Bonsoir, chers camarades panafricanistes. Je salue mes copanélistes. Je salue en tout cas vos auditeurs. Et je salue en tout cas tous ceux qui nous suivent. Je salue votre bravoure et votre travail dans, en tout cas, le rétablissement de la vérité en Afrique. Surpris, oui. Je le dirais, en réalité, moi je suis surpris. Parce que voir en Afrique ce genre de réaction, ce genre de justice, ça donne matière à réfléchir et à se demander, mais il y a des gens encore sur cette terre en Afrique qui puissent se comporter de la sorte, qui puissent être accrochés à la justice jusqu'à ce point-là. C'est une question que je me pose. Parce que du côté du Mali, ça a été fait. L'avion a été saisi du côté du Mali, mais ça n'a pas duré plus de 90 minutes et ça a été libéré. Les autorités ont estimé que la diplomatie avec Abidjan était un peu trop bizarre. Donc il ne fallait pas pousser les choses et la Côte d'Ivoire a trouvé des alibis ici et là pour dire voilà, les autorités maliennes ne les aiment pas, les autorités maliennes les accusent de temps en temps. Ça allait créer d'autres choses. Donc les autorités maliennes ont estimé que ce n'était pas trop le lieu parfait pour régler cette affaire-là. Et le gars s'est tourné vers la France. Il s'est tourné vers la France pour essayer, en tout cas, de voir avec la justice française si éventuellement on pouvait taper des intérêts de la Côte d'Ivoire pour pouvoir récupérer l'argent. Et ici aussi, ça a traîné du côté de la France. Donc le gars s'est tourné vers le Congo Brazzaville. Et heureusement, à notre grande surprise, on réalise que du côté du Congo, mais l'affaire va prendre haute tenue. Bizarrement, moi je suis surpris. Je suis surpris en même temps, je salue en tout cas la bravoure de Denis Sassou Nguesso. Je salue en tout cas l'accrochage à la justice, l'impartialité de la justice congolaise. C'est ça qu'on doit saluer. Parce que, voyez-vous, M. Alassane Ouattara se prend pour Dieu. Il se prend pour Dieu sur terre. C'est-à-dire pour lui, comme la justice ivoirienne est instrumentalisée, la justice ivoirienne n'existe plus. La justice ivoirienne est aux ordres. La justice ivoirienne est devenue un instrument impérial. Un instrument, en tout cas, d'oppression. Un instrument d'oppression et de dictature pour Alassane Ouattara. Donc il pensait que, au niveau du Congo, il pensait qu'il avait affaire au même genre de justice. Mais à sa grande surprise, l'avion est sur le tarmac. Jusque-là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et nous disons, je vais ajouter aux exemples de M. Soulé, mon homo que je salue d'ailleurs, M. Touré, qui a vu ses maisons détruites à Abidjan. Des maisons d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Pourquoi? Parce que M. Touré a eu le malheur d'aller construire ses maisons en face du boy. Je dis bien en face du boy du gendre de M. Alassane Ouattara. C'est que le boy au gendre d'Alassane Ouattara qui s'appelle Nabanye Kone, Bruno Nabanye Kone. Pourquoi M. Touré est allé investir à côté, devant la maison du boy du gendre de M. Alassane Ouattara, M. Angora? Juste parce que M. Touré a mis sa maison devant lui et M. Touré, avec les locataires qui étaient plus ou moins jeunes, les locataires venaient et partaient. M. Angora s'est dit que il n'aime pas la tête des locataires des maisons de M. Touré. Juste parce qu'il n'aime pas les têtes des locataires. Il avait venu des caterpillars un matin. Il est venu raser la maison du gars. 100 millions de francs CFA. Alors, M. Touré a fait mains et pieds. C'est allé nulle part. C'est allé nulle part. Et nous disons ici à M. Diawara, frère, merci. Merci encore et continue.
Il faut que Alassane Ouattara sache que il y a l'eau chaude et il y a l'eau froide. C'est l'eau froide qui devient l'eau chaude. Quand on danse avec un aveugle, il faut souvent marcher sur son pied pour qu'il sache que sur la piste de danse, il n'est pas seul. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a croisé garçon. Et nous sommes avec monsieur Diawara, nous le soutenons. Merci. Merci à vous, messieurs. Restez en multiplex. Alors, je vais vous donner un peu l'historique de cette affaire en Côte d'Ivoire d'abord, et également, jusqu'à la condamnation devant la Cour de justice de la CEDEAO, pour qu'on puisse ensemble voir si c'est peut-être la justice ivoirienne aujourd'hui qui est la cause de la saisie de cet aéronef qui reste donc stationné à Brazzaville. Rappelez donc que l'affaire a débuté le 18 juillet 2017. L'investisseur avait fait, à savoir M. Diawara, avait fait l'acquisition au travers de la société ivoirienne des dépôts douaniers, dont il est l'unique actionnaire de l'entreprise immobilière Pearl Invest. Celle-ci est mise en vente par BNI Gestion, qui est la filiale de la Banque nationale d'investissement ivoirienne, à la demande du CREPMF, le gendarme des marchés financiers de l'UEMOA, pour des raisons notamment de régulation. Fin 2017, Oumar Diawara constate que les actifs de Pearl Invest, au départ estimés à 100 hectares, ont été surévalués. Il met alors à jour un système d'abus de biens sociaux et de détournement qui aurait été orchestré par Fatoumata Sakondé Cissé, qui est ex-directrice générale de BNI Gestion, que BNI vient de licencier d'ailleurs pour faute lourde. Toujours présumée donc innocente, elle a néanmoins été renvoyée en juin devant le tribunal correctionnel. L'homme d'affaires porte plainte contre elle, mais il se retrouve également accusé d'escroquerie par Souleymane Cissé, le président du conseil d'administration de BNI, qui le soupçonne d'être impliqué dans des détournements. Voilà, dans les détournements. Fin 2018, il est ainsi inculpé pour blanchiment et complicité d'abus de biens sociaux, sans même être entendu. Voilà, les avoirs de Pearl Invest ont ainsi été gelés. S'estimant donc privé d'un procès équitable à Abidjan, il avait donc porté le dossier devant la Cour communautaire en avril 2021. Voilà, et donc cette Cour communautaire donc de la CEDEAO qui lui a donné raison et demandé à l'État de Côte d'Ivoire de lui verser donc des dommages et intérêts d'un peu plus d'1 milliard 300 millions de francs CFA, ce qui n'a pas été fait jusqu'à la saisie notamment du premier avion de Air Côte d'Ivoire à l'aéroport international de Bamako, avant que cet avion ne reparte très rapidement plus tard. Alors, je vais commencer par vous, Okosisi Baba Nicolo. Il y a donc cette dame qui est pointée du doigt, Fatoumata Sakandé Cissé, donc ex-directrice générale de BNI Gestion, voilà, qui a été épinglée par monsieur Diawara dans ce qu'il estime être une spoliation, enfin une surévaluation de l'acquisition qui avait été faite. Elle est présentée comme étant une proche du président Alassane Ouattara, et l'on dit que c'est parce que certains voulaient la protéger que finalement l'affaire s'est retrouvée là où on en est. Vous, qu'en pensez-vous? Alors, je tiens d'abord à saluer mes companélistes qui nous ont rejoints, Babo Kone Souleymane et Soulé Traoré. Qu'est-ce que je pense de ceux qui disent que c'est parce qu'elle est une proche de l'ancien président de Côte d'Ivoire, le président de la transition Alassane Ouattara? Mais tout à l'heure, ils l'ont si bien détaillé. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la justice est instrumentalisée et est aux ordres du régime en place. L'exécutif est aux ordres du régime en place. En Côte d'Ivoire, c'est un no man's land où des groupes de jeunes délinquants sont organisés, sont à la sorte du régime Ouattara. En Côte d'Ivoire, il y a des miliciens et des bandits, des terroristes qui sont organisés pour le régime Ouattara. Donc aujourd'hui, une fois que vous avez affaire à une personne qui est proche, comme l'a dit mon très cher camarade Babo Kone Souleymane, comment vous pouvez, au 21e siècle, en 2022, imaginer que le chien du roi soit le roi de tous les chiens du quartier? Comment vous pouvez imaginer qu'un Ivoirien, M. Ngora, qui investit dans son pays, dans l'immobilier, des millions et des millions, qui vont embaucher des Ivoiriens, qui vont loger des Ivoiriens, qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de lui et d'avancer, peut avoir ses biens justement détruits parce qu'il habite devant la mauvaise personne, parce que cette personne est proche de M. Ouattara. Comment vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, cette dame dont vous parlez tantôt,
soit aujourd'hui épinglé et poursuivi par M. Diawara. Mais c'est naturellement parce qu'aujourd'hui, comme M. Diawara n'est pas ivoirien, il arrive sur un territoire, il fait main et pied pour entrer en contact avec les autorités compétentes et capables de l'aider à réaliser son business. Il s'adresse à la personne qui est susceptible de l'aider. Et cette personne lui fait miroiter le fait qu'elle connaît les rouages. Mais cette dame-là a doublé M. Diawara et son organisation qui fait partie de ceux-là qui l'ont mis dans cette situation est naturellement protégée et gérée par Ouattara. Ce n'est pas une surprise pour les Ivoiriens. En tout cas, vous voyez, aujourd'hui, je vous informe, si je ne peux informer que pour la fête Diawara, Air Côte d'Ivoire était obligé officiellement de signer une reconnaissance devant la justice congolaise pour que son avion soit saisi pour rembourser M. Diawara. Est-ce que vous êtes informé? Donc je vous informe. Parce que la situation est arrivée dans la zone CEMAC, si je ne me trompe pas. Le Congo qui n'est pas dans la zone CEDEAO. Normalement, la motion et l'ordre d'amener de la CEDEAO qui était dessus tout son territoire, que M. Diawara soit capable, que la justice de la CEDEAO qui a empêché d'exercer, aujourd'hui n'est pas dans une zone de la CEDEAO où M. Ouattara est un dieu, où M. Ouattara, avec la France, a mis tous les présidents bénis oui dans sa poche. On n'est plus en zone CEDEAO, on est en zone CEMAC, si je ne me trompe pas. Et dans cette zone, les présidents là-bas se font respecter. Le Cameroun se fait respecter. Le Congo se fait respecter. Le Gabon, même s'il est encore à cheval entre la France-Afrique et l'Afrique, il se fait respecter. Aujourd'hui, au Congo-Kinshasa, il se font respecter. Donc, cette zone dans laquelle il est arrivé aujourd'hui, n'est-ce pas au Congo-Kinshasa qui est en train de chasser la MINUSCO. Donc, dans la zone où l'avion se trouve, est une zone où les chefs d'État sont ni plus moins quand même décisionnaires. Donc, M. Ouattara aujourd'hui, qui voit l'avion de Air Ivoire, qui est une grande honte, il faut le signifier. Nous sommes en train de tomber dans l'abîme. Le nom de la Côte d'Ivoire est terni partout. Au Mali, au Burkina, en Guinée, au Togo. Aujourd'hui, hors de la CEDEAO, vraiment Ouattara abîme le nom de la Côte d'Ivoire. On vient de finir une histoire de narcotrafic où le nom de la Côte d'Ivoire a été créé dans la boue, jusqu'aux États-Unis, jusqu'à l'ONU. Aujourd'hui, c'est une dette d'un monsieur qui est venu investir dans un pays où il n'est même pas citoyen et on l'en nie toute la Côte d'Ivoire. Donc cette dame-là, oui, elle est proche de la femme de Ouattara, comme beaucoup de personnes proches de la femme de Ouattara, comme sa femme. La femme de Ouattara aujourd'hui fait des marchés de gré à gré. La femme de Ouattara, ses enfants, les enfants de Ouattara, ils vont acheter des produits bon champ. Les enfants de Ouattara, ses amis, ses cousins, ses ministres, ils ont des marchés en Côte d'Ivoire, ils arrachent la terre des gens, ils arrachent les marchés aux Ivoiriens, ils font emprisonner qui ils veulent. Il suffit que tu aies quelqu'un qui est emprisonné. Le monsieur dont on vient de parler qu'aujourd'hui, ils ont arrêté. Pour quel motif? Justement parce que ce monsieur-là a investi de l'argent et il s'est trouvé qu'il avait un rival qui était dans le camp Ouattara. Donc, autant de choses comme ça, on peut vous dire. Donc, ceux qui disent que c'est parce que M. Ouattara est proche de cette dame, ils sont totalement raison, c'est des faits, c'est la réalité que vivent les Ivoiriens chaque jour que je fais. Nos terres sont spoliées, nos business sont spoliés, les agents sont renvoyés. Quand vous voyez que les docteurs ne travaillent pas, les médecins ne travaillent pas. Aujourd'hui, les gens de la poste sont pas payés pendant des mois. Aujourd'hui, toute la couche sociale ivoirienne est dans la débauche, toute la couche sociale ivoirienne est dans le chômage. La Côte d'Ivoire ne va pas bien. M. Ouattara est en train de mettre la Côte d'Ivoire sous-dessus. Les Ivoiriens souffrent totalement. Parce qu'il a les armes, parce qu'il a les bandits, parce qu'il a les terroristes, parce qu'il a les djihadistes, parce qu'il a la France. Ouattara fait en Côte d'Ivoire tout ce qu'il veut. Maintenez-vous bien. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire, si devant la justice congolaise, elle reconnaît que son avion peut être utilisé pour rembourser M. Diawara, mais c'est un échec total. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire, c'est une désolation pour nous. Nous avons honte, mais nous disons bravo. Bravo au peuple Congo-Brazzavillois. Bravo au président qui ne s'est pas immiscé dans une histoire de politique à justice. Bravo à M. Diawara d'avoir pris son mal à la patience et d'avoir suivi la voie légale pour aujourd'hui. Faites tomber la machination de Ouattara, son mensonge et lui et ses proches. Donc oui, ceux qui disent ça ont raison, je vais laisser mes camarades. Merci. 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 Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo. Alors, voilà, Souleymane Traoré, je vous retrouve très rapidement. Alors, il y a donc Fatoumata Sakandé Sissé qui est ici, enfin, qui depuis le début est épinglée dans le dossier. Elle est l'ex-directrice générale de BNI Gestion, donc, qui avait voilà, cédé à monsieur Oumar Diawara.
la société Pearl Invest et les 100 hectares de terre que cette société était censée posséder. Et donc, après, M. Diawara se rend compte qu'il ne s'agit pas, M. Ousmane Diawara donc, se rend compte qu'il n'y a pas 100 hectares de terre en réalité. Et donc, il dénonce Mme Diawara, qui était donc directrice générale de cette société avant. Mais, sauf que, voilà, concours de circonstances ou alors paradoxe, il va se retrouver cette fois-là accusé lui-même voilà, d'avoir été impliqué dans la spoliation de ces terres-là. Madame Diawara va se retrouver donc elle-même épinglée par la justice ivoirienne. Elle va être licenciée, mais sauf que M. Diawara, lui aussi, va être poursuivi. Alors vous, comment vous comprenez ça? Merci beaucoup de me donner la parole. Merci beaucoup. Je salue encore une fois de plus tous les téléspectateurs de Afrique Média, cette grande chaîne de télévision panafricaine. Je vais encore revenir au galop. Tout à l'heure, je vous avais dit dans mes propos que notre pays, la Côte d'Ivoire, est une honte judiciaire. Vous voyez, c'est quand même rocambolesque, digne d'un film, n'est-ce pas, judiciaire, vraiment bancal, comme la tour de Pise. Parce que, chers messieurs, comment vous pouvez comprendre que la dame, qui est l'épouse d'un monsieur, M. Sakandé, si je ne me trompe pas, M. Sakandé Sissé, qui est un proche de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Parce que, comprenez bien le système, comprenez bien. C'est 6 hectares, 6 terrains de 100 hectares. Et comprenez bien le système. Cette dame, elle est protégée par l'appareil politique du RHDP. Son mari est le bras droit de qui? De Adama Bitogo, qui est le secrétaire général exécutif du RHDP à l'époque, et l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez comprendre, vous-même, que l'on puisse condamner M. Diawara à une peine de prison, et pendant ce temps, et à des milliards d'amendes, n'est-ce pas, d'amendes, pendant ce temps, la dame qui a fait cette transaction, elle n'a pas été convoquée en justice, elle circule tranquillement, elle a été sollicitée par vos confrères, plusieurs confrères que je n'ai pas cités ici. Voilà, ces confrères l'ont sollicité afin de pouvoir donner sa part de vérité. Mais elle n'a jamais été entendue, comme par hasard. Et c'est la personne qui va investir son argent dans une affaire en Côte d'Ivoire qui se retrouve pourchassée. Parce que s'il y a un voleur, si moi par exemple, un individu va voler un téléphone portable et puis me le vend, mais vous, monsieur le policier, mais si vous trouvez le téléphone avec moi, mais je suis un receleur. Mais comment peut le receleur, lui, n'est-ce pas, le receleur, on le condamne, mais le voleur, n'est-ce pas, il est en liberté. Ce qui revient ici, de vous dire encore la même chose comme je vous ai dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, notre justice, elle est à double vitesse. Dès l'instant où vous êtes dans le parti grégaire, extrémiste, barbare, c'est parti de l'attapage ethnique qu'on appelle le RHDP, vous êtes à l'abri des poursuites judiciaires. L'ancien DG de l'ANSU, il est actuellement en liberté alors qu'il a été limogé parce qu'il a volé des milliards. L'ancien DG du Fer, l'ancien Djabi, qui a siphonné dans les caisses du fonds d'entretien routier, a été simplement remercié, congédié, mais la justice n'a pas été activée, chers messieurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un parapluie, n'est-ce pas, judiciaire, un parapluie de protection qu'on appelle le RHDP. Tous les cadres du RHDP qui sont mis, n'est-ce pas, qui ont été congédiés, il y a eu un rapport, il y a eu un audit de tous les DG de Côte d'Ivoire, mais ils étaient simplement remerciés et la justice n'a pas été activée. Parce que les personnes là, elles sont couvertes par le RHDP qui est aujourd'hui au pouvoir. Le 2 poids 2 mesures, ça bat sur les opposants en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas censé ignorer que le président Gbagbo Laurent était à la CPI. Étant à la CPI, Ouattara ayant vent, n'est-ce pas, d'une gifle judiciaire sans précédent et historique, c'est-à-dire que son acquittement, mais il a activé la justice en Côte d'Ivoire afin de mettre l'épée Damoclès sur Gbagbo Laurent en le condamnant à 20 ans de prison. Vous n'êtes pas censé ignorer également, chers messieurs, très élégant, je tenais encore à vous saluer encore, vous êtes très pertinent. Et donc, la justice ivoirienne a été activée contre qui? Contre, comment dirais-je, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, qui était en train de plaider à ce pays pour un acquittement, mais il se retrouve convoqué par la justice ivoirienne, celle-là même qu'il a transféré à la CPI, et il est condamné à 20 ans de prison. On a vu le cas avec des opposants de Côte d'Ivoire, on a vu avec l'ancien maire du plateau, M. Akossi Benjo, pour son refus d'adhérer au RHDP, il a été condamné à 20 ans de prison, lancé pour le côté en exil. Je prends encore un autre exemple, M. Jacques Mangoua, qui était le président, qui est encore le président du conseil régional du Béquet.
Mais ils sont allés entreposer des armes chez lui à domicile parce qu'il est des PDCI RDA et qu'il a refusé d'adhérer au RHDP. Mais voici le tableau sombre. En Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas censé également ignorer le cas de Guillaume Soro, le président de GPS, l'ancien Premier ministre, l'ancien président de la Fédération de Côte d'Ivoire. Mais quand Guillaume Soro a quitté Alassane Ouattara, c'est là que M. Ouattara se rappelle que Guillaume Soro a une maison depuis 2007 et que cette maison-là a été illégalement acquise. C'est une maison que lui-même peut-être boire du champagne et fumer des cigares et manger des homards là-bas. Mais c'est maintenant qu'il se rend compte que cette maison a été frauduleusement acquise. Et vous avez vu encore à plat de M. Guillaume Soro, mais ils ont roulé, ils ont déployé le rouleau compresseur de la justice afin de l'empêcher d'être candidat en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit, ça, monsieur. Vous n'êtes pas également censé ignorer que Mme Afissata Bamalami, ancien ministre de la Justice de la Communication de Côte d'Ivoire, a été condamné à 20 ans. Vous savez, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est malade. Elle est malade au niveau judiciaire. Elle est malade au niveau politique. Elle est malade au niveau social. Elle est malade au niveau économique. Tous les chiffres qui sont vendus par-ci par-là, c'est que la poudre de parlimpinpin. Et donc aujourd'hui, là, ils sont tombés sur un caillou. Comme on dit, c'est un combat de David contre Goliath. Et aujourd'hui, M. Diawara, je salue encore une fois de plus la justice congolaise. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est banditisme judiciaire. Ouattara a souvent cette prétention, ces zèles de ne pas respecter les décisions de justice. Et d'ailleurs, ce monsieur n'a jamais gagné de procès à l'extérieur. Vous pouvez voir, il avait, pour terminer avec vous, la lettre du continent, pour ne pas citer le média, avait dénoncé M. Ouattara qu'il avait 400 milliards de budget de souveraineté par an. M. Ouattara était dans un déni. Il a porté plainte contre la lettre du continent ici en France, mais il a perdu le procès. Il a été battu à plat de couture. Et donc, pour pouvoir, comment dirais-je, assujettir, pour pouvoir mettre la pression sur les opposants en Côte d'Ivoire, on utilise la justice. Pour pouvoir également, comment dire, spolier les hommes d'affaires qui viennent investir en Côte d'Ivoire, il faut également utiliser encore la justice. Parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, et je vous l'ai dit, M. Sangaré, qui était un Ivoirien de la diaspora, il est aujourd'hui en prison parce que la sœur de M. Alassane Ouattara l'a fait condamner à 5 ans de prison. Donc, cette situation, encore une fois de plus, vient nous démontrer qu'en Côte d'Ivoire, le milieu des affaires est pourri. Parce que pour être, n'est-ce pas, en bonne CTT, pour bien circuler en Côte d'Ivoire, il faut que tu prennes ta carte du RHDP. Mais c'est Diawara, qui aujourd'hui n'est pas du RHDP, subit les fraudes de M. Ouattara. Et moi, je vous dis que c'est un combat exemplaire que ce monsieur mène. Et en tant qu'Ivoirien, nous le soutenons et nous saluons la justice congolaise. Merci à vous. Voilà, Souleymane Koné, je vous retrouve très rapidement. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est la justice ivoirienne ici qui est de la cause de cet incident que nous vivons depuis ce matin et qui embarrasse énormément les autorités congolaises au plus haut point quand on connaît les rapports entre le président Denis Sassou Nguesso et les rapports qui existent entre le président Denis Sassou Nguesso et le président Alassane Ouattara? Bien sûr, chers camarades panafricanistes, c'est ça. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il y a des valets. Il y a un appareil d'oppression aux ordres d'Alassane Ouattara. C'est ça qu'il faut dire. La justice proprement dite n'existe pas en Côte d'Ivoire. Parce que, vous savez, dans la gestion étatique, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais le pouvoir judiciaire est inféodé au pouvoir exécutif, même le pouvoir législatif. On a vu comment Ouattara a gagné le législatif ici. C'est-à-dire qu'il a fait des découpages pour forcer, pour avoir la majorité absolue. C'est-à-dire qu'il va dans un village de 10 000 personnes. Il fait un découpage de telle sorte qu'il y a au moins 4 députés là-bas. Parce qu'il sait que là-bas, c'est sa zone. Là-bas, c'est son bastion. Il divise tout ça pour que tout soit à son ordre, à ses ordres. Et la justice, vous-même vous l'avez vu, avec, regardez le cas palpable, avec Afin Guessan. Afin Guessan, qui était le porte-parole de la plateforme de l'opposition en 2020. Afin Guessan, qui par sa bouche, faisait le point, faisait le rapport de la semaine sur les activités de la désobéissance civile. Afin Guessan, qui de sa poche finançait la
désobéissance civile. Tout le monde a vu à Finguessa ici en 2020. Alassane Ouattara a fait un rapport tout récemment. Il dit que la désobéissance civile à Finguessa n'est pas épinglée. À Finguessa n'est pas partie des commanditeurs de la désobéissance civile. Il y a Assoadou qui était très loin, on ne le voyait même pas. Amaounié qui était très loin, on ne le voyait pas. Bétier, il y a Bétier. Asoro Gobli, on n'en parle pas. Simone Babou, etc. Mais Afin n'est pas de pourquoi? Parce que Afin a accepté de baisser son caleçon, comme on le dit. Afin a accepté de se vendre. Afin a accepté de se mettre aux ordres, exclusivement aux ordres de Alassane Ouattara. C'est ça. Je prends le cas de Johnny Pachoko. Bon, je n'aime pas dire le nom, etc. Mais ce monsieur-là a attaqué Alassane Ouattara au même titre que nous autres. Mais dès qu'il s'est rangé du côté du RAD Pendant, il est devenu le bon petit. Il est devenu la poste chérie. Donc, la justice ivoirienne n'existe pas. La justice ivoirienne est un instrument d'oppression, d'impérialisme, de dictature, de tyrannie de la part d'Alassane Ouattara. C'est ça qu'il avait dit. Et donc, ce monsieur, regardez quelque chose qui est très simple. Quelqu'un qui vient investir, il est grugé déjà par une femme, une bande de malfrats, d'escrocs. Et le gars, il va demander son nation, il entame des procédures par et il se voit dans son dos une attaque judiciaire. Et le gars, il ne comprend pas. Et on lui met 20 ans, on lui colle 20 ans sur le dos. Tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire pendant 20 ans. Pour lui dire que ton argent, là, il faut oublier. Il faut oublier. Mais comme il y a un Dieu pour les pauvres, nous autres, on a accepté, on souffre dans nos corps, on souffre dans nos chairs et dans nos âmes, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas rentré en Côte d'Ivoire parce qu'on parle. Et on sait que, à cause sûr, si on rentre en Côte d'Ivoire, puisqu'il n'existe pas d'état de droit en Côte d'Ivoire, on ira en prison. Mais nous, on accepte. Mais ce monsieur-là, comme je le dis, Dieu, il y a un Dieu pour tous les pauvres. Ce monsieur-là a pris son courage à deux mains. Il est monté au niveau de la CEDEAO. Il a décroché la victoire monumentale sur Dramane Ouattara. Triomphante d'ailleurs sur Dramane Ouattara. D'ailleurs, il n'a jamais gagné à l'étranger. Parce qu'il est faux. C'est qu'en Côte d'Ivoire qui peut gagner. C'est qu'en Côte d'Ivoire qui peut gagner. Donc ce gars l'a battu. Et maintenant, il est humilié aux yeux du monde. Mais c'est une humiliation sans précédent. Le grand Alassane Ouattara, l'homme aux deux chiffres en termes de croissance économique. Le grand Alassane Ouattara, le bâtisseur Alassane Ouattara, le maître de la CEDEAO, à cause de deux petits milliards. Son avion est saisi sur le tarmac d'un autre pays. Ça, c'est des signes du Dieu vivant. C'est des signes du Dieu vivant. Et nous saluons la justice, nous saluons l'impartialité. Nous demandons à la station de Dieu d'être impartial et objectif dans cette affaire-là. C'est l'histoire qui me regarde. C'est l'histoire qui me regarde. Et s'il veut rentrer par la grande porte de l'histoire, il faut qu'il soit impartial dans cette affaire. Tout le monde le sait déjà. Tout le monde connaît le dossier. Et nous savons le dossier. Nous allons faire le tapage qu'il faut pour que le monde entier sache de quoi il s'agit. Même les bébés sauront de quoi il s'agit. C'est ça qui est la vérité. Regardez Pulséric Balé. Parce que elle est de la société civile. Parce qu'elle a organisé une journée ville morte. Et donc elle va au Mali. Elle revient, on l'attrape. Et puis on veut l'accuser de tentative de coup d'État. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Merci. Voilà, merci. Alors, vous avez tous déjà réagi autour du dossier devant les juridictions ivoiriennes, et ce jusqu'à l'aboutissement devant la cour de la CEDEAO, la cour de justice de la CEDEAO, qui a donc donné raison à monsieur Diawara, et donc qui ici est en train d'être rétabli dans son droit par la justice congolaise. Alors, on va maintenant aborder une autre interrogation, à savoir celle
de la médiation qu'aurait pu engager le président Alassane Ouattara, lui-même en personne. Rappelez que il y a eu souvent médiation entre voilà le Congolais, enfin entre monsieur Diawara. Il y a eu donc souvent médiation entre monsieur Diawara et les autorités ivoiriennes, et ces médiations malheureusement n'ont jamais abouti. Alors je vais commencer par vous, Okosisi Baba Nicolo. Est-ce que le président Ouattara lui-même aurait pu, même avant que la première saisie à Bamako de se fasse d'un avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire dans le dossier, est-ce qu'il aurait pu lui-même porter ce dossier et régler cela de façon voilà, à l'amiable avec M. Diawara avant que cela ne devienne aussi compliqué? Alors, cher Guy Fondon, je sais que vous avez écouté mes copanélistes qui ont mis des noms sur ce dossier. L'homme dont on parle s'appelle Alassane Ouattara. Un monsieur qui est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en étant un candidat exceptionnel. Il est passé de candidature exceptionnelle à candidature dérivée et aujourd'hui en candidature post-mortem avec des morts pour un troisième mandat. Cet homme-là dont nous parlons n'est pas la qualité d'homme comme vous, comme moi, ou comme le président Laurent Gbagbo, comme certains grands hommes, pour engager une diplomatie de discussion. Non. C'est vrai qu'il serait beau en tant que chef d'État d'un pays, lorsqu'il s'agit d'un problème aussi fort de la trame du problème de M. Diawara, d'utiliser une certaine diplomatie pour s'impliquer en tant que père à fils et essayer de rouage politiquement parlant ou rouage de personnes interposées résoudre ce problème. Plus qu'il se dit que c'est un économiste qui doit connaître forcément ses liens d'investissement et de tout ce qui va avec. Mais ce n'est pas la qualité. Donc je vais vous définir l'homme comme étant quelqu'un qui se prend pour un dieu. Pour lui, M. Diawara, qui il est? Mais un homme qui est capable de disrespecter tout un État, tout un pays. Nous parlons de M. Dramane Ouattara, qui a regardé un État comme le Mali, un pays frère, et manqué de respect à tout le peuple malien, en les traitant d'ignorants et de tous les noms d'oiseaux. Nous parlons d'un monsieur qui appelle le président Laurent Gbagbo son frère Benjamin et qui ne s'est pas empêché d'envoyer des forces étrangères le bombarder. Nous parlons de quelqu'un avec qui le président Rikonan Bédi était allié, qui n'a pas manqué de faire sauter sa clôture par des milices pour l'enlever. Nous parlons d'un homme qui n'a pas lésiné les moyens pour tuer son bienfaiteur Ibé. Nous parlons de quelqu'un qui a même mis son Guillaume en exil. Nous parlons d'un homme qui aujourd'hui est en train de déchirer le Nord qu'il a amené au pouvoir. Donc, est-ce que ce monsieur-là peut engager une discussion avec un homme? Non. Pour lui, comme l'a dit Père Sonam Konan Bani, l'amitié de Ouattara n'a de valeur que par la soumission. Mais M. Diawara, qui est-il? Est-il Barack Obama? Est-il George Bush? Est-il Macron? Tant que M. Alassane Ouattara n'a pas une personne devant lui qui représente une institution comme l'Occident, comme l'OTAN, il ne respecte personne. M. Ouattara ne respecte pas le peuple de Côte d'Ivoire. Regardez tout à l'heure mon frère parlait de Bichiri Balé. C'est un leader de la société civile qui a pris sur elle-même le courage, une femme, de se rendre d'un pays frère que Ouattara disrespecte pour avoir des nouvelles. Mais elle a été arrêtée. Elle est aujourd'hui accusée de tentative de coup d'État. Donc est-ce que cet homme a la qualité de négocier? Non, il n'a pas cette qualité. Voilà. Okosisi Baba Nicolo, le temps va vite. On va rapidement vous partager quelques minutes pour réagir autour de ce qu'aurait pu faire le président Alassane Ouattara en termes de médiation pour permettre d'éviter la crise actuelle. Alors, Souleymane Traoré, je vous donne la parole. Qu'aurait pu faire le président Ouattara? Donc, on estime qu'il faisait confiance aux ministres et autres personnalités qui ont souvent été impliquées dans des négociations avec M. Diawara, dans le sens de trouver un arrangement à l'amiable. Alors, pensez-vous qu'il aurait dû peut-être porter lui-même le dossier, ou alors que ce sont ces personnes aujourd'hui qui sont responsables de cette crise? Merci beaucoup pour la question. Nous allons très rapidement disserter dessus. La Côte d'Ivoire est un pays de paix, un pays d'hospitalité, un pays d'unité, un pays d'accueil. La Côte d'Ivoire, à travers son ancien président de la République, Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, a toujours été dans une posture de paix.
d'où le prix Nobel de la paix. Nous avons à la tête de notre pays une personnalité qui, ma foi, ne doit son amitié ou bien la paix qu'à la soumission. Alassane Ouattara, comme l'a dit mon très cher frère Okosi Baba Nicolo, il a paraphrasé ici le premier ministre Charles Kouna Bani, qui a démissionné avec fracas, on l'a vu, quand il a donné, n'est-ce pas, le rapport de la CDB, la Commission de la vérité et réconciliation nationale, quand il a été nommé en 2012, ce rapport qui est toujours dans les placards de M. Ouattara, il a dit que M. Ouattara ne doit son amitié qu'à la soumission. M. Ouattara, c'est quelqu'un qui, comme il a dit dans une interview en anglais, qu'il a voulu être un roi. Et donc, lui, du haut de son piédestal, il voit tous ceux qui sont auprès de lui comme des sujets, comme des petites personnes. Vous parlez de négociations, chers messieurs, êtes-vous au courant, vous êtes au courant, en qualité de journaliste, qu'il y a 49 soldats ivoiriens qui sont retrouvés, comment dirais-je, comme par magie, comment dirais-je, au Mali. Mais est-ce qu'on devait passer par la phase, n'est-ce pas, de la défiance, comment dirais-je, du bras de fer? Non. Qu'est-ce que M. Ouattara a fait? Ils ont pris 48 heures, ils sont rentrés, n'est-ce pas, muets, comme des carpes. Et quand ils sortent, ils font un communiqué du Conseil dit national de sécurité. Et on nous dit ceci, que sans délai, on somme les Maliens de libérer nos soldats ivoiriens qui sont retenus là-bas au Mali. Et Ouattara, c'est-à-dire qu'avec mépris, condescendance, il demande aux Maliens de les libérer sans délai. Pendant ce temps, il y a une médiation qui est propulsée, qui est impulsée par, par le Togo. M. Ouattara, il décide maintenant de négocier. Et maintenant, on envoie, les laudateurs sur les réseaux sociaux pour dire non, c'est le Mali qui, ma foi, veut négocier avec eux. Bref, mais M. Ouattara aujourd'hui, de sans délai, est tombé dans la négociation. Et maintenant, il parle de quoi? De que ça va prendre du temps. M. Ouattara n'est pas une personnalité disposée à négocier. Même en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, il ne s'est jamais assis avec ses opposants. C'est parce qu'actuellement, la situation actuelle, à travers sa cédule de conciliation, puisqu'il il est dans un troisième mandat sanguinaire et constitutionnel qu'il a fait, de décapitation, et donc il veut, comment dirais-je, blaser un petit peu, mettre un petit peu de couche jusqu'en 2025, en évitant le président Bédier, en conviant le président Gbagbo, au palais présidentiel pour prendre des photos en papier glacé, pour montrer à la face du monde, oui, je suis un réconciliateur, oui, j'aime l'entente, oui, j'aime l'écoute. M. Ouattara est un tyran. M. Ouattara est un tyran, et moi je ne peux pas comprendre. Et ça, je l'ai dit, je sais très bien qu'il faut qu'à un moment donné, il faut passer par la négociation. Mais dites-moi, M. Ouattara a dit qu'en Côte d'Ivoire, il y avait l'injustice. Il n'y avait pas l'état de droit. Et donc, lui étant président, la justice, n'est-ce pas, sera démise. Comment comprendre qu'un monsieur qui a eu gagné gain de cause devant une juridiction supra, qui est quoi? La juridiction de la CEDEAO. Mais la Côte d'Ivoire a signé la charte de la CEDEAO. Mais comment ça se fait que la CEDEAO rend une décision et M. Ouattara refuse d'exécuter cette décision, et mieux, il fait condamner la victime dans son pays pour contrebalancer la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Il a fait le même cas avec M. Guillaume Soro. Et donc, moi, je ne comprends pas plus pourquoi est-ce que le monsieur, il a ramené l'affaire, l'État de Côte d'Ivoire a ramené ses avocats devant la Cour de justice de la CEDEAO, mais il y a eu la partie demanderesse et la partie défenderesse. Et la CEDEAO, la Cour de justice, a tranché. Et le monsieur, il a eu gain de cause. M. Ouattara, il se croit tout puissant. Il se croit tout puissant et il utilise le nom de la Côte d'Ivoire. Il utilise l'emblème de la Côte d'Ivoire. Ce pays puissant de l'Afrique de l'Ouest. Pour pouvoir faire du chantage aux autres. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que la Côte d'Ivoire, cette posture-là, nous avons affaire avec les Maliens. Des soldats débarquent chez eux, ils ne comprennent pas. M. Ouattara ne va utiliser le bras de fer. Ce même avion a été bloqué au Mali. Le Mali a laissé l'avion partir. Maintenant, l'affaire se déporte maintenant en Afrique centrale. Et on nous demande encore de négocier. Il faut qu'à un moment donné, l'on respecte les décisions de justice. Et si M. Ouattara est une personnalité qui aime l'état de droit, il doit respecter les décisions de justice parce que la justice, elle doit primer. Voilà ce que je peux dire. La négociation, oui, mais dans ce cas d'espèce, je ne pense pas qu'on doit jeter, n'est-ce pas, à la poubelle une décision de justice, frapper du sceau de la vérité. Et puis maintenant, aller dans les compromissions. Je suis désolé, cher monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre contribution. Souleymane Koné, je vous retrouve. Et nous sommes là en train d'aborder ce qu'aurait pu être le rôle du président Alassane Ouattara dans une approche qui aurait permis d'éviter la crise actuelle. Alors, qu'aurait pu faire le président Ouattara de votre point de vue? Merci de m'avoir redonné encore la pêche. Pour éviter, il devrait
Diawara n'a pas entamé des négociations pour un arrangement à l'amiable. C'est ça, le gars, il a tenté. Il a tout fait. C'est parce que rien n'a marché. On lui a dit qu'il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il ne peut plus contacter la justice ivoirienne. Il ne peut plus contacter la justice ivoirienne. Donc voilà pourquoi il s'est déporté du côté de la CEDEAO. Et par la suite, la France est arrivée aujourd'hui en Afrique centrale. Maintenant, Alassane Ouattara, comme l'humiliation est parfaite, double frappe, double humiliation dans le même temps. Je le dis encore ici, ça c'est les effets du Dieu vivant. Le temps est arrivé. Alassane Ouattara lui maintenant se met en cause. Il doit se poser des questions. Mais pourquoi tout ça? Au Mali, son petit-fils Assimi Goïta lui dit viens t'agenouer. Viens t'agenouer. Et là il refuse. Du côté du Congo, on lui dit viens t'agenouer encore. Mais là c'est gâté sur lui. Donc nous savons, nous connaissons, nous savons Alassane Ouattara pour un homme hautain, arrogant, mais frappé d'insolence sans précédent. Il ne le fera jamais. Il ne va jamais négocier. Il va tenter d'user de diplomatie coercitive. Mais on sait qu'avec Sassou Nguesso, ça va marcher. Et nous disons à Sassou Nguesso, l'histoire te regarde. Le deux, dans cette affaire-là, l'histoire te regarde. Il faut que la justice soit établie. Il faut que la justice soit faite. Le gars là, il n'a qu'à donner son argent. Si on lui prend son argent, l'avion là, il n'a qu'à prendre ça pour vendre. C'est ça qui est la vérité. Et d'ailleurs, j'interpelle les Ivoiriens, ces suiveurs, ceux qui se font appeler délibérément à dos mouton. Je les interpelle. Pour ceux qui disent que la dette n'est pas un problème, la dette publique n'est pas un problème, voilà les conséquences de la dette publique. Quand tu es endetté et que tu n'arrives pas à payer la dette, voilà comment les gens se comportent envers toi. On saisit tes biens à l'extérieur. Voilà ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Et les biens de la Côte d'Ivoire, les biens maritimes, etc., qui sont à travers le monde, sont menacés. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a atteint un seuil, mais historique. Près de 22 000 milliards de dettes. Mais on va aller où est ça? J'ai été encore ici. L'heure est arrivée de chasser Alassane Ouattara. Voilà. Parce que si on ne le chasse pas, là. La Côte d'Ivoire va tomber dans le... La Côte d'Ivoire va s'engouffrer, la Côte d'Ivoire va mourir. On va s'arrêter là, voilà, on va s'arrêter là pour donner la possibilité, merci à vous Souleymane, on va s'arrêter là pour donner la possibilité à quelques téléspectateurs de pouvoir nous retrouver pour également donner leur point de vue alors que, à l'heure où nous parlons, cet avion est toujours immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Brazzaville, l'aéroport Maya Maya. Alors que vous inspire cette crise que nous vivons, notamment sur les antennes de la télévision panafricaine, également sur nos plateformes digitales depuis ce matin. Alors qu'aurait-on pu faire pour éviter qu'on en arrive là? Plusieurs interrogations que nous vous soumettons afin de recueillir également vos avis aux standards de la télévision panafricaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à vos invités. Bonsoir aux techniciens. Bonsoir à tous ceux qui écoutent Afrique Média. Cette affaire de Diawara, si nous voulons intervenir, c'est parce que ça concerne la justice sociale. Malgré les dessous qu'il y a. Quand vous voulez parler de la Côte d'Ivoire ou bien de Ouattara, il faut voir le club dans lequel il est, ses conseillers et ceux qui l'ont placé là-bas. N'oubliez pas toujours ces paramètres qui vont vous aider à voir le système dans lequel la Côte d'Ivoire est. Et tous ceux qui veulent coopérer, aller faire les affaires dans ce système, doivent le savoir. Parce que, vous vous souvenez, vous parlez de la justice. Quand la CEDEAO a rendu le verdict, il y a trois choses que la CEDEAO a reprochées à la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire a exécuté? Non. Vous voyez, c'est à l'image de son maître, la France. Vous voyez, la France fait affaire de bien mal acquis, et il y a une justice qui se permet de parler de cela. Est-ce que la France peut parler des Africains bien mal acquis? Et pourtant, elle s'arrose le titre. C'est ça la justice qui est prônée dans ce système. Donc comprenez cela. Diawara sait très bien
Sinon, est-ce que l'État et la Côte d'Ivoire est un État normal dans lequel on peut faire ce genre d'affaires? C'est des magouillards, c'est des criminels. C'est comme ça qu'ils se frappent les pieds. C'est comme ça. Diawara sait très bien. Diawara aussi, lui, il cherche, il sait. Mais il cherche il cherche sa justice. Vous voyez, on l'a d'abord, comme vous l'avez déjà souligné, vos invités l'ont souligné, on a d'abord condamné cette personne à 20 ans de prison, à des amendes, en Côte d'Ivoire. Alors que c'est vous qui devez à cette personne-là. Voilà le système, c'est des magouillards. Nous, si nous voulons parler de cela aujourd'hui, c'est que ça concerne la justice sociale, c'est un être humain qui est lésé dans ses droits. Alors, voilà, nous allons passer à un autre intervenant, nous avons perdu votre signal. Nous poursuivons avec un autre intervenant au standard. Vous nous retrouvez et vous nous dites ce que vous inspire cette situation donc voilà de crise, qu'est la saisie de cet aéronef de la compagnie Air Côte d'Ivoire à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir Guy Fondop. Oui madame, et bienvenue. Bonsoir à tous les panélistes, Baba Nicolo. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y, madame, nous vous écoutons. Voilà, malheureusement, quelques soucis de connexion. On va poursuivre avec d'autres intervenants. Nous avons 5 minutes très exactement à consacrer donc au standard pour vous permettre de nous retrouver et d'échanger avec nous autour de la question. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà. Oui, effectivement, nous sommes formés, nous ne sommes pas en petite. Je trouve que tu vas à la banque, tu vas chercher de l'argent, de 1 million, cet argent-là, ici jusqu'à la maison, et on t'arrache cet argent-là. Jusqu'à la maison. Tu vois même, c'est dans la rue que les gens qui t'arrachent cet argent-là. Donc, nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, ici, nous ne sommes pas en sécurité. Comme l'autre l'a dit, actuellement, à l'heure actuelle, là, la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour d'autres personnes pour venir investir de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Sinon, rien ne marche ici. Comment tu peux aller? Il y a des investisseurs, il y a des gens qui vont jusqu'à aller prendre de l'argent et c'est chez eux à la maison, les gens viennent les voler, essayer et prendre cet argent-là pour partir. Si aussi je fais, soit en complicité avec ceux qui sont à la banque, ou bien c'est des crimes organisés, bon, on t'arrête cet argent-là. On te tue et puis voilà ta famille, tes enfants, comme si toi tu n'étais pas quelqu'un qui devait posséder cet argent-là. Alors, des gens qui sont là, ils sont nombreux, depuis la guerre a commencé, là, ils ont encore les armes tuées. Mais ils sont informés, dès que tu vas chercher l'argent, on t'arrache cet argent et voilà, c'est fini. On te tue et puis c'est cadeau. Personne ne parle de ça, c'est mort, cet argent, ils prennent pour aller et puis bon, c'est eux qui ont le droit d'investir dans le pays, c'est eux qui font des magasins, ils construisent des maisons, ils sont là. Alors je vous remercie pour l'émission. Bonne journée à vous. Merci. Nous remercions également. Nous vous remercions pour votre contribution au standard de la télévision panafricaine. Nous restons autour de la question avec encore un intervenant avant de repartir en multiplex. Voilà, donner le mot de fin à nos invités. Bonsoir et bienvenue.
Voilà, retour plateau plutôt, Messigналton et direction, voilà, le multiplex pour vous donner le mot de fin. On va rapidement commencer par Paris avec vous, Okosisi Baba Nicolo. Alors pour sortir, qu'est-ce qui coûterait, c'est la question d'un internaute, qu'est-ce qui coûterait au président Alassane Ouattara de débloquer 1,3 milliard de francs CFA pour débloquer très rapidement cette situation? Des pertes pour une compagnie comme Air Ivoire, Air Côte d'Ivoire sont énormes. Cet avion devait faire Pointe-Noire et Abidjan par la suite et continuer dans le circuit de la compagnie. Les passagers ont été priés de descendre à Brazzaville, ont été installés à l'hôtel selon nos informations. Et tout cela génère des frais. Pourquoi ne pas, de votre point de vue, décaisser directement les 1,3 milliard? Merci. C'est avec ça que nous allons sortir pour vous dire merci. En une minute, oui, en une minute. C'est avec ça que nous allons sortir pour vous dire merci. Merci à Afrique Média, aux téléspectateurs et aussi à mes compagnons, Babo Koné et puis sous les départs. Qu'est-ce que cela coûterait à M. Ouattara de donner cet argent? Rien. Mais ça va coûter à M. Ouattara de descendre de son piédestal d'être président. C'est tout. Donc, M. Ouattara pourrait le faire. S'il n'a pas fait, c'est parce qu'il est condescendant, il est mauvais et c'est un mauvais monsieur. Voilà pourquoi il ne l'a pas fait. Je tiens à dire aux Ivoiriens que demain, nous sommes tous connectés à ce qu'il va dire et après ce qu'il va dire ce soir, qui suit tous les cyberactivistes, nous allons donner le mot d'ordre. Merci à vous d'être passé ce soir. Et la télévision panafricaine, bien sûr, nous suivons cette situation de très près depuis ce matin. Nous continuerons d'ailleurs dans ce sens-là. Souleymane Traoré, je vous retrouve. Pourquoi ne pas trancher court rapidement en décaissant l'argent, de votre point de vue? Qu'est-ce qui peut faire blocage? Oui, merci beaucoup à vous de nous avoir invités ici ce plateau. Et nous avons vraiment, de long en large, nous avons expliqué qu'est-ce qu'il faut faire. Malheureusement, M. Ouattara n'est pas une personnalité, n'est-ce pas, qui respecte les décisions de justice. Et tout à l'heure, vous avez parlé de négociations. Vous n'êtes pas censé également ignorer qu'ici, il y a une affaire qu'on appelle des biens mal acquis. Et la justice française n'a pas hésité à saisir des biens de la famille Obiangema en Guinée équatoriale, de la famille, comment dirais-je, Bongo au Gabon. Mais de quel droit M. Alassane Ouattara, la justice donne, qui est souveraine, comment dirais-je, rend une décision et refuse de l'appliquer? D'où mes propos. Il faut qu'on veut faire la politique autrement. On veut que l'Afrique change positivement. Mais l'on ne doit pas accepter cette voyoucratie, cette manière de faire la politique avec du gangstérisme d'État. C'est-à-dire qu'on prend, n'est-ce pas, tous les pouvoirs d'État et on brime une personnalité. M. Diawara, nous lui apportons notre soutien. Il doit saisir toutes les juridictions supra. C'est-à-dire que même ici, la justice française, la justice européenne, il faudrait qu'à un moment donné, des biens de la Côte d'Ivoire soient saisis pour rétablir ce monsieur dans ses droits. C'est important. Je vous remercie et très bon week-end à vous. Merci. Merci à vous également. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Voilà, toujours à l'écoute des programmes, bien sûr, de la télévision panafricaine. Souleymane Koné, je vous retrouve pour votre mot de fin. Et pourquoi ne pas ici mettre en priorité la solution qui visiblement paraît la plus simple. Il s'agit d'un État, la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une somme pas vraiment importante, 1,3 milliard. Quand on regarde le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, on se demande comment est-ce qu'elle peut être humiliée toute une journée pour une somme aussi modeste. Merci encore, M. Guy. Merci de l'invitation. Et j'ai dit merci à Afrique Média et tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent, en tout cas. M. Alassane Ouattara, comme je le dis, il est hautain. Il va descendre de son piédestal à cause de... Non, mais il pense qu'il peut... Mais il pense qu'il s'est dit qu'il peut brimer le gars. Il s'est dit qu'il peut empêcher d'autres voies pour ne pas payer l'argent du monsieur. Donc, il a toujours fonctionné comme ça. Ouattara a toujours fonctionné comme ça. Sinon, 1 milliard 300 millions. Alors que nous savons que le DG du Fer, l'ex-DG du Fer, a siphonné 100 milliards de la Côte d'Ivoire. 100 milliards de la Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Ouattara, il est ce qu'il est. Donc, nous disons déjà qu'il donne ou qu'il ne donne pas. En tout cas, la justice est saisie. La justice est en train de travailler. Et je sais que l'argent du monsieur, en tout cas, va sortir, comme on le dit chez nous. Le gars, il va avoir son argent. Voilà. Donc, monsieur Guy, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je remercie tous les Ivoiriens et je remercie toute l'Afrique. Voilà. Merci à Afrique Média. Le monde, c'est nous. Merci, merci. Nous vous remercions d'être passés ce soir. Merci également aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous restons concentrés sur cette actualité, bien sûr. Nous vous tiendrons informés. Mais n'oubliez surtout pas que le journal africain est à suivre dans moins de 10 minutes maintenant. Ce sera présenté par Christelle Wanji. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt.